Treat today designed to entertain and delight. Ça y est, l'épisode final de la saison 1 de Ça, Bienvenue à Derry est terminé. Pour le meilleur et pour le pire. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La première saison s'est efforcée de développer le roman de Stephen King au point de se suffire à elle-même, tout en conservant l'essence même de son œuvre. Avec cet épisode, qui clôt la saison, la série atteint cet objectif, offrant un final où émotion intense et spectacle grandiose se mêlent, même si quelques intrigues tombent à plat. Il faut dire que les fins sont souvent complexes dans l'univers de Stephen King. Cet épisode débute de façon très similaire au film La Brume de John Carpenter, avec une invasion monstrueuse qui déferle sur la ville sous le couvert d'un épais brouillard. Je dis bien brouillard et non une simple brume, car le mot brume n'est jamais prononcé, mais cela plonge Derry dans le chaos, donnant à l'épisode des allures de film catastrophe. Cette attaque surnaturelle, d'une violence inouïe, donne lieu à des images véritablement terrifiantes, magnifiquement mises en scène par les directeurs de la photographie et les décorateurs. Comme un laitier en sang qui gît sans vie dans l'embrasure d'une porte. Le brouillard lui-même confère à chaque plan extérieur une atmosphère inquiétante. Les personnages au premier plan se découpent en silhouettes sur le voile du brouillard et leur environnement est terriblement obscurci, nous laissant dans l'ignorance de ce qui les entoure. De prime abord, on pourrait croire à une opération de nettoyage militaire évoquée par le général Shaw quelques épisodes auparavant. Toutefois, la confusion des soldats qui découvrent le phénomène en premier sème le trouble et laisse penser qu'il pourrait s'agir des conséquences inattendues de la destruction d'un pilier dans l'épisode précédent. Si la raison de ce brouillard angoissant et atmosphérique n'est pas vraiment justifiée, l'atmosphère n'en reste pas moins un décor inquiétant et captivant pour la course-poursuite contre ça. Encore traumatisé par les effets spéciaux numériques catastrophiques de la scène du cimetière dans l'épisode 3, j'ai été soulagé de constater que les effets visuels du final étaient bien plus soignés et travaillés. Même si la présence du brouillard rend le tout obscur. C'est sans doute le prix à payer pour des images exceptionnelles, comme un groupe d'enfants catatoniques flottant sur la glace, ou la forme monstrueuse et volante de ça fonçant droit sur nos héros à travers le brouillard. Quoi qu'il en soit, ce manque de clarté et d'objectif révèle au grand jour la véritable nature du complot militaire de la saison. Un échec. Mis à part Dick Hallorann, on a l'impression que cette intrigue militaire démesurée n'avait d'autre but que de prolonger l'apparition de ça dans la série jusqu'à la fin, comme si l'incendie prédestiné du Black Spot ne pouvait constituer le véritable point culminant de la saison, car les fans l'auraient vu venir, le dilemme d'une préquelle mis à nu. L'ignorance du général Shaw, qui pensait pouvoir se servir de ça sur les dissidents américains, se retourne contre lui, brutalement, jusqu'à sa mort. Une histoire d'odeur. Le ton mesuré et la bienveillance de Raymar ont rendu Shaw attachant pendant une grande partie de la saison, ce qui rend son idiotie grandissante au cours des 2 derniers épisodes d'autant plus décevante. D'un point de vue plus général, l'expansion de l'intrigue autour de ça, à travers ce fil narratif, donne l'impression que la série peine à adapter l'œuvre de King à son contexte. L'horreur de ça provient en grande partie de la solitude face à lui, et même si le secret réside toujours dans l'union pour affronter cette horreur ensemble, la visibilité accrue du monstre finit par éroder son mystère dans le final. La série avait prévu la présence d'un clown charismatique qui aurait pu contribuer à cela, mais Periwinkle, Ygritte Kirch, est quasiment absente du dénouement. Réveillé par la destruction du pilier, ça profite de la confusion générale pour s'éclipser et rassembler tous les élèves d'une école pour une assemblée des plus hallucinantes. Décapitation, comédie musicale, tous les élèves hypnotisés par les lumières mortes, tout cela me paraît plus attrayant que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Cet épisode pousse ça et sa mythologie à des extrêmes inédits. Mais l'engagement sans faille de Skarsgård dans le rôle est essentiel pour maintenir le cap, tandis que le clown se livre à des actes magistraux comme patiner sur un lac gelé pour tuer des soldats, ou, plus étonnant encore, bouleverser la notion même d'espace-temps et son lien avec sa physiologie et ses cycles d'alimentation, on y reviendra. Alors que le brouillard enveloppe Derry d'un froid glacial et que ça nous offre une marche funèbre au tuba pour une foule d'enfants emportés par le vent, la mission se précise, remplacer le pilier détruit par la dague cérémonielle détenue par Lily, Ronnie et Marge. Ce faisant, ça replongera dans son sommeil et sauvera Will et les autres enfants flottants. Ronnie et Marge parviennent enfin à renouer le contact avec Lily, de plus en plus isolée, après que les 3 amis ont volé un camion de lait pour traquer ça et Will. Les 2 s'emparent de la dague et de son influence corruptrice, le temps de rappeler à Lily qu'elle est et a toujours été une bouée de sauvetage et non l'encre qu'elle redoutait pour ses proches. C'est un moment de soutien et de réconciliation que Stack, Christine et Lawler interprètent avec justesse.
Après avoir reçu un appel de ça, Giovanna Depo livre sa meilleure performance de la saison dans le rôle de Leroy, l'homme sans peur de Derry, qui craque et supplie en larmes à Loran de sauver son gosse. Charlotte est tout aussi bouleversée par la nouvelle de la capture de Will. Submergée par l'angoisse, elle parvient à recentrer les autres adultes présents, en Krogan, Rose et Daniel et Dick, sur leur mission. Les personnages secondaires sont largement mis de côté durant le final, n'intervenant que lorsque l'intrigue a besoin d'être relancée. Daniel, en particulier, est abattu avec une indifférence surprenante, sans ménagement, sous les balles, tandis que les adultes, les enfants et les militaires convergent vers les rives de la rivière. Sur un arbre noueux qui se dresse au bord de la rivière, il faut planter la dague pour enfermer ça dans sa prison. Grâce à l'aide providentielle de Dick, une diversion amusante où Dick trompe ça en lui faisant croire qu'il s'est réveillé sous l'identité de Bob Gray, les enfants libèrent Will et découvrent que la dague résiste à l'insertion. C'est alors qu'un chevalier en armure étincelante arrive à la rescousse. L'esprit de Rich Santos surgit juste à temps pour narguer ça et aider ses amis à planter la dague dans l'arbre. Un moment poignant qui n'est pas sans rappeler la présence spirituelle de Stan Uris lorsque ses amis survivants du Club des Ratés triomphent de ça à leur époque. Ce final de saison est véritablement un point culminant et une conclusion, mais c'est aussi l'épisode qui ressemble le plus à Stranger Things. Stranger Things a été fortement influencé par le roman originel Ça de Stephen King, mais la série s'est ironiquement beaucoup inspirée de Stranger Things pour son adaptation télévisée. On a pu observer des parallèles indéniables avec la série Netflix ces dernières semaines, mais ce final plonge tête baissée dans les clichés éculés et agaçants des propres épisodes finaux de Stranger Things. Alors que ça lance son invasion massive sur la ville, tous les enfants unissent leurs forces pour riposter. Ils mettent leurs ressources en commun, élaborent un plan d'action et partent affronter le monstre, comme le feraient Mike, 11 et leur ami. Stranger Things perd de son impact lorsqu'elle ressemble davantage à un blockbuster Marvel bourré d'action qu'à une histoire immersive, et c'est là le problème du final de cette série. Le brouillard qui enveloppe la ville est un élément visuel saisissant, mais il introduit aussi une menace digne des Avengers. La dague magique pourrait tout aussi bien être une pierre d'infinité, et ça, Thanos. Comme pour tous les épisodes précédents, le dernier épisode est le plus réussi lorsqu'il reste centré sur les personnages. Leroy craignant pour la vie de son fils, Ronnie et Marge essayant de convaincre Lily qu'elle peut encore leur faire confiance, ces moments sont bien plus touchants que lorsqu'un peloton d'exécution militaire mitraille le chariot de Ça, ou que tout le monde se dispute le fragment lumineux. Même si je sais que le futur chef cuisinier de l'hôtel Overlook est protégé par le scénario, j'étais horrifié quand Halloran a mis son arme de service dans sa bouche. C'est un véritable tour de force de la part de Chris Shulk. On avait vraiment l'impression qu'il avait baissé les bras et qu'il allait se suicider. Ce n'est que lorsque Leroy mentionne que ça cible Will que Halloran décide de rester pour l'aider. C'est cette même faiblesse qui le poussera à retourner à l'Overlook pour sauver Danny Torrance dans Shining. Les funérailles de Rich, Will et Ronnie, où ils se confessent leurs sentiments réciproques, et la rupture du cercle des bouées de sauvetage lorsque les Krogan fuient la ville pour le Canada, permettent à la série de retrouver une dimension émotionnelle plus familière après les événements chaotiques sur la rivière. C'est lors des funérailles de Rich que Dick a l'occasion d'utiliser son don pour réconforter les parents endeuillés de Rich, leur assurant que Rich est à leur côté et qu'il le sera pour toujours. Et ce n'est pas moi qui pleure de voir Rich, c'est vous. Tout n'était pas parfait dans la première saison, mais le Dick Halloran de Chris Shulk a été un véritable succès, et les allusions touchantes à la suite de son parcours rendent l'idée de potentiellement passer plus de temps avec ce personnage dans une série dérivée qui serait particulièrement séduisante. Et oui, le final met étonnamment l'accent sur la mise en place des bases pour les intrigues futures, ce qui semble paradoxal étant donné que les saisons suivantes sont censées explorer le passé. Le message explosif que la série nous envoie en guise de conclusion est que ça ne perçoit pas le temps de la même manière que les humains, et le tuer pourrait en réalité permettre sa naissance, suggérant qu'aucune défaite de ça ne peut être considérée comme définitive. Pas même, semble-t-il, la victoire du Club des Ratés sur ça en 2019. Ce sentiment est en grande partie transmis directement à Marge lorsque ça lui révèle qu'elle devient Margaret Tosier, allant jusqu'à brandir une affiche de personnes disparues pour Richie Tozier, qui n'est pas encore né. Ces pistes sont fascinantes, mais la série semble se contenter de reporter toute explication de cette subtilité temporelle à la saison prochaine. Tout cela nous amène à la question du titre de cet épisode, Feu d'hiver. Après tout, Feu d'hiver est une expression poétique que l'on associe instinctivement à Beverly March, membre du Club des Ratés. Eh bien, la série nous réserve encore une surprise après que la saison 1 nous révèle que c'était en fait le chapitre 1. Il y a un saut dans le temps jusqu'en 1986, où Ygritte Kirch, celle du second film, entend des cris provenant de la chambre voisine à Juniper Hill, où elle est détenue depuis l'incendie du Black Spot. Ingrid enquête et découvre que sa voisine, Elfrida March, s'est pendue, sous les yeux horrifiés de son mari et de sa fille, Alfred et Beverly March, dévastés et en deuil.
Ingrid lance alors à Bev la devise de la ville. À Derry, personne ne meurt vraiment, avant de lui adresser un sourire carnassier à la Gripsou. L'épilogue renforce assurément la chronologie entre la série et les films, mais on ne sait pas vraiment si la présence de Lilith sert simplement à conclure la saison en beauté ou si elle suggère, comme ça l'a laissé entendre, que le club des ratés pourrait avoir des comptes à régler dans le futur. Le principal atout de la série résidait dans sa capacité à intégrer des personnages humains complexes à son récit d'horreur, mais ce dernier épisode perd de son humanité au profit d'un spectacle trop axé sur le divertissement. Même en tant que pur spectacle d'action, il s'avère quelque peu décevant. Une exposition inutilement alambiquée concernant la dague magique casse brutalement le rythme. Après la scène magistrale de l'incendie du Black Spot la semaine dernière, ce combat final paraît brouillon et décousu. Malgré cela, dans l'ensemble, la série constitue un ajout passionnant à la franchise et un premier chapitre prometteur pour ce qui deviendra sans aucun doute une saga d'horreur épique. La première saison de Sa Bienvenue à Derry réserve ses rebondissements les plus audacieux, les plus étranges pour la fin. La marche de Sa à travers la rivière et la course contre la montre pour l'arrêter constituent un fil conducteur efficace pour le final, même si les motivations militaires qui sous-tendent ce conflit s'effondrent complètement. Les moments forts en émotion sont néanmoins réussis, et les personnages qui survivent bénéficient de conclusions satisfaisantes. De manière fascinante, Bienvenue à Derry semble vouloir explorer en profondeur toute l'histoire de ça, dans ses allers-retours, dans les saisons à venir, et les bases posées dans Feux d'hiver sont intéressantes, bien que expliquées un peu rapidement. Et voilà, c'est fini, presque 2 mois passés ensemble à regarder cette série. Merci à vous d'avoir suivi les vidéos, sinon on se retrouve pour une prochaine série HBO qui va arriver très prochainement. Et sinon, comme d'habitude, n'hésite pas à me faire savoir ce que tu as pensé de l'épisode dans les commentaires. Et sinon, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.